l'IFC. Merci pour votre présence ce soir dans le cadre de la Nuit des idées, qui cette année est même une quinzaine des idées, puisque nous avons commencé nos activités le 19 janvier très précisément, en partenariat cette année avec Agir pour le vivant, et sur la thématique Ligne de faille. Voilà, ce soir on est ravis d'accueillir un nouveau spectacle qui est une sortie de chantier, présenté par Édouard Elvis Bvouma. Et je vais justement lui céder la parole pour qu'il vous parle beaucoup mieux que moi de ce chantier. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous invite à applaudir bien fort Monsieur Bvouma. Bonsoir. Merci déjà d'avoir effectué le déplacement ce soir pour venir nous voir et nous entendre. Alors ce que nous allons vous présenter ce soir, c'est une sortie de chantier, une sortie de résidence. C'est un projet qu'on essaye de développer, qu'on espère développer davantage. Ce n'est pas un spectacle en tant que tel. Un certain auteur a commis un certain texte et il a convié une équipe. Alors, le texte, juste quelques mots, traite de la rencontre réelle entre Jean Moulin, résistant français, mais avant qu'il n'entre en résistance, et un tirailleur sénégalais. La rencontre a bien et belle eu lieu et l'auteur a entrepris d'écrire une certaine fresque. Là, vous ne ferez pas tout, vous verrez un petit bout. Le travail s'est effectué durant quelques jours, à peu près 10 jours, où nous avons une équipe mixte, internationale, un auteur camerounais, metteur en scène, un comédien français, un comédien camerounais, une régisseuse française, un scénographe ivoirien, qui se sont mis ensemble, essayer de voir ce qui serait possible de faire avec ce texte. Donc, ces précisions, c'est pour vous dire que nous allons être un peu indulgents. Ce ne sera pas un spectacle parfait, mais c'est un spectacle en construction. C'est un projet qui commence, c'est une première étape de travail. Et j'aimerais déjà qu'on ovationne ces comédiens qui en 10 jours ont fait un travail vraiment exceptionnel, extraordinaire. Ils ont été très généreux, très réceptifs. J'avais dit aux comédiens, vous pouvez même faire ce travail texte en main. Ils ont dit, on va prendre le texte, quitte à se cogner la tête contre le mur. Donc on a essayé de travailler, je ne vous en dirai pas plus. On pourra échanger après si vous le voulez. Ce travail, c'est aussi important de le rappeler, a été possible grâce au soutien que nous avons eu, parce que ce projet s'inscrit dans le cadre du programme exploratoire de la CITF, la Commission internationale du théâtre francophone, et qui a aussi connu le soutien de l'Institut français de Paris et bien sûr l'Institut français du Cameroun, qui nous a vraiment apporté son soutien par la participation du comédien français David Gouillet, et bien sûr qui s'illustre encore par notre présence ici ce soir, où nous avons aussi effectué cette semaine de travail. Donc je vous souhaite de passer un agréable moment. Bon spectacle. Je suis Tinker. Présumons que je n'ai jamais eu pour prénom Jean. Admettons que jamais on ne t'a appelé Moulin. Ni toi, Tinker. Mais toi, Max. Je ne suis jamais caché derrière un alias. Tu n'as jamais signé de dessin sous le pseudonyme Romanin. J'ai jamais fait de caricature pour un journal. Je n'ai jamais fait passer pour ton frère, Joseph. Merci. Et même si j'avais eu un frère qui se prénommait Joseph, jamais il se serait nommé Mercier. Jamais tu n'as traversé de frontières clandestinement. Même pas pour me rendre à Londres. Surtout pas pour revenir à Paris. J'ai pas de famille à Lyon. Tu es plutôt né à Péronne. Tu peux le prouver, mais le centre des archives atterrisse tous les bombardements. J'ai pas fraudé sur l'âge. Quelle idée d'augmenter l'âge plutôt que le Mais je suis jamais allé en Eure-et-Loire.
17 juin 1940. J'étais n'importe où, sauf à Chartres. Surtout pas à la sous-préfecture de Chartres. J'ai jamais été préfet, ni sous-préfet, ni caporal-chef, ni sergent de réserve. J'ai jamais été mobilisé, ni même démobilisé. Bataillon de l'air 117. J'ai jamais fait partie d'un régiment du génie. Fausse barbe pour passer à la barbe des gardes frontières. Ah, j'ai toujours gardé la moustache. Pauvre chef pour ne pas être reconnu. Je porte le chapeau du 1er au 31, de jour comme de nuit. Frileux. Ah, j'aime les écharpes. Ah, plutôt, j'aime cette écharpe. Toujours la même autour du cou, je m'en sépare jamais. L'été comme hiver. Suicidaire. Une erreur de jeunesse, cette cicatrice au cou. Fumeur. On peut fumer des gauloises sans être gaulliste. Le général. J'ai jamais rencontré le général. L'ombre de l'armée des ombres. Je n'ai jamais entendu parler. Conseil national de la résistance. Je sais pas ce que c'est. Max. Je connais pas. Ma main sur la Bible, je connais pas un seul Max. Rex. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Je connais pas Rex. Je sais pas qui est Rex. Mais Rex, ça peut être n'importe qui. Enfin, je veux pas dire n'importe quoi. Je suis prêt à être Jean ou Moulin, ou Joseph, ou Mercier, ou Jean Moulin, ou Joseph Mercier, ou même Romanin, mais pas Rex, pas Max. Je signerai tout ce que vous voudrez que je signe, mais je signerai jamais que je suis Rex ou Max. Je suis pas Max, je suis pas Rex. Bon. Si tu n'es ni Jean, ni Moulin, ni Joseph, ni Mercier, ni Romanin, ni Max, ni Rex, suis-je Tinker? Tu n'as jamais tiré ailleurs. Alors, comment nous sommes-nous rencontrés? Quand nous sommes-nous rencontrés? Où nous sommes-nous rencontrés? Nous sommes-nous rencontrés un jour. Nous rencontrerons-nous une nuit? Raconterons-nous notre rencontre un jour? Rencontrerons-nous notre rencontre une nuit au clair de lune? Peut-être. Seul le peut-être est ici la seule certitude. Peut-être sommes-nous rencontrés dans l'obscurité, dans le vide. Peut-être. Peut-être entre deux feux. Peut-être entre peloton et formation. Peut-être. Peut-être outre-guerre. Peut-être contre le temps. Peut-être. Peut-être dans un livre non écrit. Peut-être dans l'oralité de la tradition. Peut-être aux encablures de l'histoire. Sommes-nous la page déchirée d'un livre? Un livre censuré. Un livre d'histoire. L'histoire. L'histoire. Raconte. Racontons. La constitution d'une possible histoire. À la mémoire peut-être. Peut-être de mémoire. La mémoire, peut-être. « 17 juin 1940, 5h07. Ce n'est pas le réveil qui te réveille, mais le téléphone qui sonne. Être ou ne pas être chez toi, voilà la question. Tu ouvres les yeux. Un bureau. Pas le bureau de la maison, mais celui de la préfecture. Tu tends vers l'oreille de ton milieu. Préfet Jean Moulin pour vous servir. À qui ai-je l'honneur? Le chef d'état-major n'était pas sûr que tu répondrais. Je suis de nature matinale, monsieur le commandant. Par les temps qui courent et en un jour aussi déterminant, il vaut mieux réveiller le réveil. Il ne te croyait plus à Chartres. Eh bien, j'y suis encore, monsieur le chef d'état-major. Il était sûr que tu avais évacué tous les civils des services administratifs, comme il te l'a demandé. Je n'ai pas jugé nécessaire de le faire. C'était plus que nécessaire. Mais ça ne l'est plus. Les envahisseurs ont déjà franchi les ponts. Ils ne vont pas tarder à arriver. Ils franchiront les lignes du département avant la nuit. Mais rien ne pourra les arrêter. Il n'a d'autre choix que d'ordonner à ses troupes un mouvement de révolte.
Si l'armée se défile ainsi, qu'adviendra-t-il des populations civiles? Tu aurais pu au moins sauver les affectés spéciaux si tu avais obtempéré. Libérer les affectés spéciaux aurait poussé les derniers civils à prendre la fuite. Il ne comprend pas que tu ne comprennes pas que le gouvernement, par ses décisions, voulait soustraire des groupes ennemis de l'envahisseur, des hommes qualifiés, susceptibles de poursuivre leur tâche au service de la résistance. Tu emportes pour un d'entière responsabilité face au pouvoir central. Bonne chance à toi et à tous ces pauvres civils que tu n'as pas évacués avant l'invasion ennemie. Monsieur le chef d'état-major, monsieur le chef d'état-major, monsieur, A-t-il rapproché? Ce sont des bourdonnements d'oreilles courtes, des bombardements dans le proche lointain. Ça bombarde dans le combiné court, hors combiné court. Ça crie si fort, mais où? Mais où donc? La communication radio n'est plus possible. Hier soir, une écrésie est déjà plus tard. Impossible de prendre les nouvelles. Elle ne marche toujours pas. Or, ce matin, à la radio. Pas de douche ce matin parce que pas à la maison ce matin. Et même si. Pas d'eau dans toute la vie. Depuis la veille, l'avant-veille. Et même si. Il ne faut surtout pas épuiser les dernières réserves. Pas de café ce matin parce que pas de ce matin. Pas d'eau ce matin. Et même si. Pas de gaz ce matin parce que aussi. L'électricité n'est toujours pas revenue depuis hier avant-hier. Alors, tu entres dans le bureau. Tu entres dans le noir bureau. Tu enfiles l'uniforme de préfet. Le jour qui se lève s'annonce plus noir que la nuit qui s'achève. Alors, tu te dois de rester l'autorité devant le reste de la tu population. dois rester l'autorité. Tu décroches le portrait sur ton banc, ton bureau. Tu fais face au portrait de Pétain. Le maréchal Pétain te regarde. Toi, ce n'est pas Pétain le maréchal que tu vois, mais toi. L'autre toi sur le reflet de la vie en face de toi. Sur le côté, légèrement de profil, à presque 70 degrés. La vitre qui recouvre le portrait officiel du président de la République a un unité de miroir. Pas très haute image. Moi, je suis à la place. Mais, quand même clair, le reflet de la sur la vitre du portrait de Pétain. Tu n'as pas trouvé mieux qu'en miroir, alors pose sur la tête de Pétain pour la dernière fois. Je dois rester l'autorité devant l'ennemi. Je croise pour la première fois le regard sévère du maréchal sur la glace. Pas besoin d'arborer cette mine grave, monsieur le président. Le plus grave, c'est de passer outre les notifications gouvernementales. Loin de moi l'idée de vous défier, monsieur le président. Les communications téléphoniques ont été rompues à l'instant même où j'ai reçu la lettre gouvernementale. Je n'ai pas pu expliquer mon positionnement. Il est détaillé. Il n'était pas question de cet effort de ceci, ni de convaincre qui que ce soit qui m'a exécuté tout en France. Les dernières instructions étaient très claires, clairement nettes, et nettement adressées. Non pas adressées. Il y a tous les préfets de France et aux autres administrés. Tu es le seul de ne pas avoir oublié. Toi, tu n'es jamais le frère. Je le mets sur le compte de ta jeunesse et du bon père. Ça n'arrivait plus à faire de comme que je ne. Monsieur, il y a la France. Je salue le maréchal. Le maréchal reste impassible sur sa vie. Tu t'inquiètes devant le président. Le président reste oui. Il y a rien sa moustache. Tu oses tourner le dos au président maréchal. Tout le monde est là? Monsieur le préfet, merci d'être venu. Ça va très vite, là, vous président, très bien. Ah. Monsieur le maire est là aussi. Très bien. Monsieur le sénateur est là. Parfait. Monsieur le commissaire de police est là. Excellent.
Ah, vous êtes là aussi, monsieur l'évêque. Dieu merci. Décoté. Ton fidèle Décoté est là aux avant-gardes. Merci. Merci, cher Décoté, d'avoir réussi à réunir tout ce beau monde ce matin. Et merci à vous tous d'être restés à Chartres, malgré les heures sombres qui nous attendent. Décoté t'informe que ces messieurs ne sont plus là pour longtemps. Comment donc? Messieurs, n'êtes-vous pas là pour notre réunion d'urgence? Panique générale, parce qu'il paraît que Paris est pris. Il paraît qu'ils ont pris Paris. Il te prie de comprendre que Paris est pris à partie. Il paraît que Paris est une prison, Paris est plein d'espions, tous les Parisiens ont fui Paris. Calmez-vous, Messieurs, être encore leur calme, de te clamer qu'ils ont beau se calmer. Est-ce leur calme qui en appellera au calme là-dehors? Mais nous ne sommes pas à Paris, mais à Chartres. Si Paris tombe, ce n'est pas Chartres ni l'heure et l'or qui resteront debout. Toutes les voies de communication sont rompues. Comment avez-vous ces nouvelles de Paris? Il y a plein de réfugiés qui sont arrivés cette nuit. Des centaines de réfugiés en guenilles qui partent et qui reviennent. Ils t'invitent à sortir de ton bureau. Dis à les faire un tour. Tu ne reconnaîtrais pas ta ville si tu mettais le pied dehors. Tu ne reconnaîtrais pas le temps qu'il fait dans ta ville, ton département. Les rues se vident et se remplissent en même temps dans un flux de réfugiés arrivés cette nuit et sur le personne. Il y a partout des enfants égarés cherchant partout. Des femmes en larmes cherchant leur mari partout. Des chiens enragés cherchant leur maître de partout. Des hommes en pleurs, confus de perdre dans la cohue femmes et enfants. Des filles qui attendent on ne sait quoi. Des garçons là d'attendre on ne sait qui. Ça pue la misère. Ça sent la mort. Ça crève de faim, ça meurt de soif. Ça pille pour pas mourir de faim, ça vole pour pas crever de soif. Ça crie de partout là dehors. Ils arrivent. Mais qui arrive? Par où arrive-t-il? La chose est inévitable. Ils arrivent bel et bien. Personne n'y voit rien. Même pas l'armée qui a pris le large, encore moins le préfet. Ils vont entrer dans ton département. Ils vont bientôt débarquer. Ne cédons pas à la panique, mes chers. Cette réunion devrait justement nous permettre de voir comment contenir la population et se préparer à affronter pacifiquement l'envahisseur. Il nous faut tenir jusqu'au bout, quoi qu'il advienne, même si c'est le seul choix. En leur réservant un meilleur accueil, on aura le meilleur traitement. Qui sait? T'entends-tu parler? Quand tu parles, meilleur accueil. Faut-il leur crier des vive Hitler? Les accueillir avec des Hi Hitler? C'est ça que t'attends d'eux? C'est l'apocalypse. Il faut que tout le monde s'éclipse. Alors, Décoté, vous êtes mon conseiller et directeur de cabinet, pas poète de mauvaise augure. Il y a plus urgent que la réunion d'urgence. Fais une réunion d'urgence entre toi et toi-même. Tu verras que la réunion d'urgence avec lui n'a pas de guerre. La seule réunion qui existe, c'est de réunir vos forces pour la fuite. Unis, fuyez! Je vais faire le tour de ce département après notre concertation pour voir ça de moi-même. Peut-être la vue de l'uniforme d'une autorité administrative suffira à calmer la population. Et si besoin, j'aiderai moi-même à coller les affiches que nous avons apprêtées pour appeler la population au calme. Hélas, tu n'as plus de voiture. Comment ça, Décoté? Elle était encore là cette nuit? Eh bien, elle a été volée au petit matin. Ah, ce sont les réfugiés qui ont fait le coup? Les militaires. Les militaires français ont enfoncé la grille et ont emporté leur voiture. Très bien. Je vais y aller à pied. Pas sûr que tu les retrouves quand tu reviendras. Ça crisse du pneu sur le macadam. Ça ronfle du moteur dans la cour de la préfecture. Ça klaxonne devant le portail. 2 fois. Puis 1 fois. Puis 2 fois. Puis 1, 2, 3 fois. C'est le signal. Il jubile content. Trop content de partir à la bonne heure. De partir avant l'heure fatale. Est-ce bien le camion de la préfecture que je viens de reconnaître ronflement et klaxon? Ah oui, c'est bien lui. Et tu ferais mieux d'y prendre place, car puisque tu n'as plus de voiture, hein. Qui est ce monsieur? Leur sauveur. Votre sauveur.
Celui sur qui repose tout leur espoir. Celui sur lequel je devrais mettre tous les espoirs. Car à défaut de vous conduire au paradis, il peut au moins vous sauver de l'enfer. Cher monsieur, comment cette camionnette se retrouve-t-elle entre vos mains? Et qu'est-il advenu de son conducteur? Il a foutu le camp comme tous les êtres sensés de cette ville. Le camion est tombé en panne cette nuit alors qu'il était sur le départ avec eux d'abord. Ils l'ont poussé nuitamment jusqu'au garage de ce monsieur. Ils sont là, non pas pour la réunion, mais parce qu'ils ont convenu de venir attendre ici à la préfecture pendant que ce monsieur dépannait le camion. À part quelques bobos, maintenant elle pète la forme. Je vous félicite pour votre bravoure. Nous avons besoin de bravaillants comme les vôtres. Allez-vous-en très vite. Il reste tout juste assez de carburant pour atteindre le train. Je reste le préfet de ce département. Et ce camion reste la propriété de la préfecture. Il nous sera fort utile et ne bougera que sur mes instructions, que voici. Nous allons ramener tous les fonctionnaires qui désirent rester à leurs différents postes. Il y a stocké ici même, au garage de la préfecture, 800 kilos de pain et 3 tonnes de conserve, que l'on décharge ces dernières réserves et qu'on les transporte pour procéder séance tenante au ravitaillement de la population restante. Que la répartition des vivres s'effectue en privilégiant les vieillards, les invalides, les femmes et les enfants. Que les ouvriers qui ont quelques connaissances de la fabrication du pain se mettent immédiatement à la tâche. Que soient également constituées plusieurs équipes de volontaires. Une qui sera chargée de la répartition des vivres et des vêtements aux réfugiés. Une qui s'occupera des incendies. Une équipe de secouristes se chargera des soins aux blessés et aux malades. Qu'un groupe également soit constitué de volontaires pour enterrer les morts dans la cour de l'hôpital, puisqu'il n'y a plus de place à la mort. Qu'un autre groupe se charge de récupérer le bétail, avec pour autre mission d'abattre les chats et les chiens abandonnés par leur maître et qui risquent de devenir aussi dangereux que l'ennemi qui compte. Désolé. Ce rire involontaire, c'est pas pour se moquer, hein. C'est que le rire est réparateur. Oh, ça fait si longtemps qu'ils n'ont pas autant ri. Ça fait du bien de rire. Comme ça fait du bien un petit rire en temps de pleurs. Il faut vite se tirer ici. Ça vaut mieux pour tous. Parole d'un vétéran de guerre. Un vétéran de guerre en plus? Vous êtes bien placé pour savoir ce qu'un refus d'obtempérer peut vous coûter après la guerre. Ne lui en parle pas. Il en sait quelque chose, lui. Il n'est pas qu'un vétéran de guerre. Il est aussi un mutilé de guerre. Lui, d'enlever son banc, t'invite à entrer du regard dans la cavité profonde et obscure de son âme. T'interdit de baisser les yeux. Détourner le regard vers l'amour contre ses autres messieurs. Regarde le cratère qu'il a en guise de bouche. Je vous comprends. Il n'est pas question de le comprendre, mais comprends plutôt qu'il n'a pas fait celle de 14 pour perdre bêtement la vie à celle de 40. Et si tu veux raconter plus tard celle de 40, tu n'as qu'à le suivre avec les autres. Monsieur le maire, en tant que moyen d'âge, peut-être sauriez-vous trouver des bons mots et le bon ton pour convaincre ces messieurs qu'avant tout, il y a la France. Le directeur municipal s'est enfui avec tous ses collaborateurs, tu le sais.
Les pompiers ont fui après la première bombe incendiaire avec tout leur matériel. Tu le sais. Je le sais. Le personnel du service des eaux s'est enfui sans demander ses restes. Tu le sais. Je le sais. Ainsi que les mécaniciens de l'usine hydraulique qui, dans leur fuite, ont oublié de débloquer les vannes de l'usine qui dessert la ville. Tu le sais. Je le sais. Les derniers gendarmes, les militaires ont évacué parce que sans ordre et sans chef, tu le sais. Je le sais. La base aérienne a évacué, s'est repliée, tu le sais. Je le sais. La garnison Elle est est partie hier, je le sais. Et de même que l'intendance censée assurer le ravitaillement aux populations, je le sais. Nous laissant tous les réfugiés à les nourrir, je le sais. Le service de santé militaire a quitté Chartres, je le sais. En prenant la poudre d'escampette, ils ont embarqué 30 camions sanitaires contenant tous les blessés, le personnel médical et infirmier. Je le sais. Que savez-vous de ce qui adviendra de vous autres? Par quel miracle feriez-vous vous autres civils? Tous ceux qui possédaient un 2 ou 4 roues ont fui. Mais ce camion est une dernière aubaine. Le sais-tu? Il ferait mieux de trouver une place dans la camionnette. Vous partez aussi, monseigneur? Dieu n'est pas que le Dieu des morts, mais aussi et surtout le Dieu des vivants. Entre l'ordination qu'il attend à eux et les célébrations funéraires de masse qui s'annoncent à Chypre. Guidé par Dieu, armé par la raison et sa foi chrétienne, il a fait un choix. Monsieur le sénateur. Monsieur le sénateur ne puis rester là, les attendre là. Car l'attendent là dans le camion, sa femme, ses 2 enfants et son animal formaté. Il ne saurait courir le risque de mettre leur vie en danger alors qu'il vient de perdre sa nièce et sa belle-mère dans les bombardements. Toi, tu ne risques certainement rien. Tu ne risques pas de perdre les tiens car ta famille est bien à l'abri à Lyon. Mon cher décoté, Tout espoir est perdu. Seul espoir. Votre seul espoir, qui n'est pas un véritable espoir, c'est qu'un régiment de tirailleurs sénégalais en ce moment même en route pour Chartres. Il paraît, dit-on, que ces noirs se battent comme les diables des hommes. Comme les beaux diables des saints. Mais vous ne pouvez. Je ne peux mettre ton espoir. Leur espoir. Votre espoir. Tout l'espoir d'un département de France et même de la France entière sur un faible détective colonial. cher décoté, vous m'annoncez là que quelques soldats africains partis de leur Afrique profonde arrivent et se battent avec bravoure pour la France. Mais vous voulez vous défier? Je ne faillirai point à mon devoir. Partez, je reste à mon poste avec les quelques braves qui voudront bien rester. Si vous restez pour moi, prenez tout de suite ce camion et allez-vous-en. Si vous restez pour la France, suivez-moi. Gardien jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, retentissait ce cri vainqueur, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons quitté par pour y foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Il pleut ce matin. Il pleut fondement ce matin maintenant. Vous bondissez quand sonne le clairon. Le clairon, c'est comme la forme de Dieu. Comme les tam-tams d'appel. Quand tu entends le clairon, tu vas être au garde à vue. Dardar. Dardar, ça veut dire que tu vas laisser tout ce que tu faisais. Si tu mangeais, tu oublies le mangement. Si tu dormais, tu oublies le dormir. Si tu chiais, tu oublies ta diarrhée.
tout le 26e régiment entame la marche dès que l'ordre de partir est donné. 26e régiment, c'est le nom de notre régiment. Ça ne veut pas dire que nous sommes 26, hein. Vous êtes plus de 200. Vous marchez en silence. Parce qu'il ne faut surtout pas vous laisser prendre à revers par les nazes. On évite de faire les bruits pour pas vous prendre à revers les nazes, les méchants, avec l'insigne qui ressemble à deux serpents couvrants en position d'attaque. Ils ont une croix dessinée sur leur cuisse. Mais leur croix a des petites branches retournées au bout de chaque branche. Ils obéissent à leur grand maître, qui a deux petites moustaches comme deux taches noires. C'est un peu comme leur pape. Le pape des méchants, quoi. Ou leur Dieu. Mais C'est le contraire de Dieu. Eux, ils disent que nous sommes le contraire des hommes, des contre-hommes. Alors que c'est eux, le contraire des enfants de Dieu. Ils nous font ce que nous, on ne fait même pas aux animaux qu'on ne tue que pour vivre. Ils disent que nous ne sommes pas de vrais hommes. Parce qu'ils ne savent pas que pour gagner cette guerre, il faut cesser d'être des hommes, mais devenir des lions. Vous avancez comme des lions prêts à bondir sur votre proie. C'est contre-hommes, disciples donc contre Dieu, ont pour consigne de nous cadavrer. Nous cadavrer, même sans savoir qui nous sommes. Mais ils ne savent pas qui nous sommes. Ils ne savent pas que nous sommes dans l'affaire cadavre. C'est pourquoi, s'ils nous attrapent en même temps que nos camarades blancs ou arabes, ils nous cadavrent d'abord. Avant de cadavrer nos camarades blancs ou arabes. et c'est même pas sûr qu'on les cadavre eux. Parce que le règlement intérieur de la guerre dit qu'on ne cadavre pas un ennemi qu'on a fait prisonnier. Mais il paraît que le règlement intérieur de la guerre ne nous concerne pas. Parce qu'ils disent que puisqu'on n'est pas de vrais hommes, nous ne sommes pas de vrais ennemis, ni de vrais prisonniers, alors nos cadavres ne sont pas de vrais cadavres. Et quand les gens là-bas, tu les vois cadavrer tes frères morts, tu te dis qu'il ne faut surtout pas que ça t'arrive aujourd'hui. Tu te dis qu'il ne faut pas qu'il te cadavre aujourd'hui. Et pour qu'il ne te cadavre pas aujourd'hui, tu te dis cadavrement par là. Personne ne vous peut. Mais Je ne sais combien j'en cadaverai. Combien nous cadavrerons, mes camarades et moi aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que ça va chauffer jusqu'à le feu va sortir. Commence par croquer ton écorce amère. Ajuste bien ton gris-gris autour des reins. Accroche à ton cou ta croix avec les chapelets. Certains de tes camarades, eux, serrent fort le chapelet de Mahomet. Les soldats blancs, eux, font bisous sur la photo de leur mère, ou de leur femme, ou de leur fils, ou de leur fille. Toi, tu n'as pas de photo. Tu n'as pas sa photo. Tu achèteras un appareil photo après la guerre, avec ta prime de guerre. Tu lui feras de belles photos. Tu n'as pas sa photo, mais tu lui fais quand même bisous en fermant les yeux. Le capitaine lance l'assaut. Tout le 26e régiment fonce comme un seul Sénégalois. Eux, en face de vous, vous, en face d'eux. Ils sont surpris de voir du coup beaucoup de noirs. Ils tirent, tu tires, on tire, ils tirent. on commence à faire la Quand le soleil est au-dessus de vos têtes, il ne tire déjà plus. On commence à avancer en tirant. Il commence à reculer, se retire sans tirer. On avance. Il recule. On avance. Il tourne le dos. Il vous tourne le dos. Il nous tourne le dos pour fuir. Mais il ne faut jamais tourner le dos à un fauve. Tout bon chasseur le sait. On le sait chez nous qu'il ne faut jamais tourner le dos à la route. Il faut toujours voir Arriver l'étranger.
et savoir si on la paie avec un sourire et un bol d'eau, ou si on le chasse avec les cailloux et les flèches, ou si on fuit dans la forêt en abandonnant tout. Mon père avait tourné le doigt. Il avait oublié qu'il ne fallait plus tourner le doigt à la route depuis que les dents avaient débarqué sur nos terres pour nous voler nos terres. Nous voler à nos terres pour qu'on aille cultiver la terre chez eux. Il avait tourné le dos 1 seconde et il s'est retrouvé ici, dans la guerre d'avant. S'il n'avait pas tourné le dos, il n'aurait pas été embarqué de force pour faire la guerre d'avant. Et moi, je ne serais jamais venu ici pour faire la guerre de maintenant. Les nains se tournent le dos pour courir. Ils ne savent pas qui nous sommes dans l'affaire courir. On court, il court, on court. Eux devant, vous derrière. Vous courez comme vous couriez dans les montagnes, en écrasant les cailloux avec vos pieds nus, en éclatant les pierres au passage avec vos orteils, en broyant les épines avec la plante des pieds, quand vous poursuiviez le gibier qui fuyait comme il fuit. La poussière se soulève sous vos pieds. La terre se fendit sous vos bottes, comme les herbes tranchantes se blessaient quand vous couriez dans la forêt. Il court, on court, il court, on tire, il tombe. Je ne sais combien j'en cadavre dans cette course-poursuite de ce tour chasse à pied. Quand tu te rappelles exactement combien tu en cadavres, c'est que tu n'as pas assez cadavré. Parce que quand tu cadavres, jamais, tu oublies de compter. Surtout quand tu n'as plus de munitions et que tu as ramassé l'arme d'un ennemi qui vient juste de laisser tomber dans sa fuite. Ah! Ils fuient ces lâches comme des zèbres, des lièvres, des girafes et tous les animaux fuyards. Vous êtes enragés comme des panthères, des chats tigres, des buffles, des lions et tous les animaux poursuiveurs d'animaux fuyards. Mais pour gagner cette guerre, il faut cesser d'être des lions et devenir des aigles. Nous, on sait nager et courir, mais on ne sait pas voler comme des aigles. Vous êtes prêts à mettre la main sur vos derniers gibiers, mais les renforts viennent d'en haut. Ils prennent le dessus parce qu'ils viennent du dessus. Ils sont au-dessus de vos têtes, eux en haut. Vous en bas. Ceux d'en haut deviennent fous. Ils vous bombardent en bas depuis le haut de leurs avions qui volent de plus en plus bas. Un avion bombarde le pont derrière vous, le pont se coupe en deux. Plus moyen de faire demi-tour. On ne peut plus faire marche arrière. Alors on fait course avant. On entre dans la ville. J'adore ça s'appelle la ville. On croyait qu'en se mélangeant avec les gens de la ville, ceux d'en haut allaient se calmer. Au lieu de se calmer, ils deviennent fous de folie. Ils commencent à faire pleuvoir bombement sur Châtres. Bombe sur bombe. Bombe. Après bombe. Ils bombardent. Tant pis pour qui ils bombardent. Pourquoi qu'ils nous bombardent à même temps que ceux qu'ils bombardent? Ils bombardent les fuyards qui fuient. Bombardent les réfugiés qui cherchent refuge. Bombardent les gens qui fuient la guerre. Alors, le règlement intérieur de la guerre interdit de tirer sur les gens qui fuient la guerre. Sur les prisonniers qui se rendent en levant les mains en l'air. Sur les soldats qui déposent leurs armes en agitant le drapeau blanc. Même comme ça, ils bombardent. Ils bombardent. Même les chiens et les chats errants. Ils bombardent. Vous commencez à entrer dans les maisons, vous cachez. Ils commencent à bombarder les maisons pour qu'on sorte de nos cachettes. Ils nous bombardent. Bien même. Ils vous tirent, brûlent, cassent, fracassent, bombardent, tout. Ils vous dispersent. Plus moyen de vous organiser. On ne peut plus recevoir d'ordre dans ce désordre qu'ils ont organisé pour nous désorganiser. Tout le 26e régiment est en débandade. C'est-à-dire que la grande bande s'est déformée en beaucoup de petites bandes. Il n'y a même plus de petites bandes. Seulement des coureurs, isolés,
C'est chacun pour soi, Dieu pour qui il veut dans le psaume. Et quand c'est à chacun pour soi, Dieu pour toi s'il le veut, c'est à chacun pour soi de se donner ses propres ordres. Il faut se donner ses propres ordres quand on est un soldat isolé en temps de guerre. On n'a plus d'armes pour se défendre. Et plus personne pour nous couvrir, pour nous défendre. Lorsque tu te donnes un ordre en temps de guerre, il ne faut jamais te désobéir. Je me donne l'ordre de sortir de la maison dans laquelle je viens de me cacher. Soldat Tinkea, sors de la maison. Exécution. À vos ordres, soldat Tinkea. Quand tu te donnes toi-même une instruction, il faut t'exécuter. Là, sinon. Tu sors de la maison juste avant qu'il la bombarde. Un pan de la maison s'écroule. Un des murs tombe sur toi. Tu t'évanouis. Je me réveille. J'enlève les pierres sur moi. Ça ne bombarde plus. Car déjà il fait nuit. C'est le calme dans toute la ville. Mais j'entends des voix. Des voix qui parlent la langue des nazes. Je peux fuir, courir. Mais pour s'en sortir dans cette guerre, il faut cesser d'être des lions et devenir des caméléons. Tu deviens un caméléon, capable de te fondre dans la nuit noire. Nous sommes des caméléons de cette guerre de couleurs. Parce que nous avons l'avantage de la nuit noire. On n'a pas besoin de se barbouiller avec du cirage ou du charbon comme les blancs pour devenir invisible. Et disparaître dans le noir de la nuit. Venant de nos pays pour sauver la patrie, nous n'avons quitté pas nos pays. Nous avons de notre France entière, et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, par des tambours, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, pour mourir au loin, c'est nous les Africains. David Bouillet. La scénographie est de Charles Ouettin de la Côte d'Ivoire. Et la régie lumière, voilà, Charles Ouettin et Cathy Gracia qui nous fera la grâce de nous rejoindre. Chacun n'aime pas trop être sous les projecteurs. Voilà, c'est ça. Bon, on l'entend. Alors, Cathy Gracia, qui a fait la lumière et qu'on aura l'occasion de rencontrer. Donc, vraiment, merci. Merci. Bon, mais quand même, pour vous dire, comme je l'ai dit en introduction, c'est une première étape de chantier, c'est une esquisse de travail, c'est un laboratoire qu'on faisait. Nous nous sommes retrouvés, on ne savait pas où on allait. Ensemble, on a essayé de réfléchir, de discuter autour du texte, de tenter des choses. On a vraiment fonctionné comme dans un laboratoire où on prend des ingrédients, on mélange dans des bocaux, on essaye de voir, on se dit, bon là c'est un peu salé, ici c'est alcoolisé, ça veut dire ça peut être un peu bien, ainsi de suite, voilà, donc c'est un peu ça, je sais pas, et voilà, on a essayé de travailler pendant, c'est un travail de 10 jours, voilà, 10 jours, et on tenait à vous le présenter pour ne pas partir comme ça, pour avoir une première approche avec le public, et comme je l'ai dit au tout début, ça s'est fait, voilà, dans le cadre du programme exploratoire de la CITF, la Commission internationale du théâtre francophone, avec
le soutien de l'Institut français de Paris, le soutien de l'Institut français du Cameroun, et ça s'est fait très vite. Pour le cas par exemple de David, c'est important de le rappeler. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. Il effectue une lecture de ce texte à la mousson d'été, à Pont-à-Mousson. Et lorsque le projet a commencé à prendre forme, j'ai pensé à lui. Et voilà, très vite, presque au dernier moment, je l'ai sollicité. Je crois que c'était en décembre. Il a dit OK. J'ai aussi sollicité l'Institut français via son directeur Yann Lorbeau. Et c'est comme ça qu'il se retrouve là. Et encore merci Yann. Voilà. Je ne vais pas être trop bavard. Peut-être si vous avez, je crois qu'on a fait juste une demi-heure par là, 35 minutes. Donc si vous avez une des deux questions, on peut répondre bien volontiers. Merci beaucoup, merci d'avoir partagé ce premier travail. Moi j'ai envie de dire, Elvis, il a une plume extraordinaire. C'est un de vos grands écrivains. Écrivain de théâtre, écrivain de poésie, écrivain de cours. Le texte est magnifique. Il est magnifique ce texte. Enfin, quand on vous présente, là aujourd'hui que 30 minutes, mais déjà le niveau est énorme et les deux comédiens, c'est incroyable comment ça fonctionne. Ça peut pas expliquer, ça s'explique pas, mais c'est une alchimie, c'est une intuition que tu as eue certainement. Il faut remercier vraiment cette générosité. C'est un beau texte, c'est un texte important, c'est un texte super important. Et Elvis sait toujours parler de choses graves avec un peu de légèreté. C'est une grande qualité pour faire passer les émotions, pour faire passer aussi de la réflexion et puis de la mémoire tout simplement. Donc chapeau. J'aime bien ces petites formes comme ça, parce que derrière une petite forme, on ne peut pas se cacher. C'est presque pratiquement un seul en scène, parce que c'est pas tout à fait ça, mais ils sont deux. Mais énorme comme présence, donc continuez et comptez sur nous en tout cas pour vous accompagner jusqu'au bout dans cette aventure en fonction éventuellement des moyens. Et quand on a la chance d'avoir des comédiens comme ça, il faut qu'ils puissent aussi partager avec d'autres comédiens. Ici on est, en plus ça tombe tellement bien, mais c'est pour ça que quand on s'était vu avec Elvis, on a dit non, il faut absolument qu'il puisse présenter ça ici. On est dans le cadre de la quinzaine des idées qu'on fait avec Agir pour le vivant depuis 15 jours, un peu partout au Cameroun, dans plein de lieux, de Yaoundé, de Douala, de Souza, de Garoua, de Bapa, parce qu'on était dans la chefferie Bapa également. Eh bien, il y a des discussions, des débats, des conférences, des projections, des lectures. Et comme le thème, c'est ligne de faille, c'est juste la fissure. Qu'est-ce qui se passe devant, derrière, qu'est-ce qui va se passer après? Et ce texte, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On est dans cette ligne de faille. Donc, mille merci d'avoir su, voilà, tout simplement, faire passer un bon moment. Moi, j'ai adoré. J'ai envie que ça se termine, que ça aille jusqu'au bout de ce qu'Elvis veut faire. Puis avec Elvis, ça fait 4 ans qu'on se connaît, et c'est, voilà, on s'est, des petites, des petits projets. Voilà, on a essayé de faire nous ce qu'on devait faire pour lui permettre à lui aussi de faire son travail. Mais c'est la première fois qu'on arrivait à travailler, à offrir un espace pour son texte. Et ben, en tout cas, je peux vous dire que l'Institut français du Cameroun ne le regrette pas. Et j'espère que vous prenez conscience, vous, toutes et tous, de l'importance d'avoir des gens comme Elvis qui, entre la France et le Cameroun, fait beaucoup pour les deux pays. Merci. Moi c'est Isaac, on sort comme ça de la représentation du théâtre d'Edouard Mouma. Moi j'ai beaucoup aimé, c'était plein d'adrénaline parce que ça
remonter l'histoire, vous voyez, et l'histoire entre le Cameroun, entre l'Afrique et la France, ce que l'Afrique a fait pour la France à travers les tirailleurs sénégalais. C'était vraiment, waouh, j'ai beaucoup aimé, c'était excellent en fait. Le jeu d'acteur était excellent. Je m'appelle Anne-Esther. Le spectacle, je l'ai trouvé assez riche en expression, surtout qu'ils ont travaillé en 10 jours. Franchement, c'est incroyable de monter un spectacle aussi lourd, aussi codé en seulement 10 jours. J'ai vraiment apprécié, c'est incroyable. Je suis Stéphane Tchonan, je suis comédien et metteur en scène. Je suis venu voir ce travail qui est encore en chantier et j'ai pu dire que ce qui m'a beaucoup touché, c'est la finesse de l'écriture d'Elvis, c'est la profondeur du texte qui parle de la présence des tirailleurs en France, mais non pas pour fustiger ou pour décrier, mais pour le sublimer, pour le restaurer, pour qu'on sache que nous avons été dans l'histoire. Et ça, c'est ce qui me plaît. Et je respecte ce travail pour ça. Je dis merci encore à l'Institut français qui encourage et qui poursuit dans ce sens-là la restauration de l'homme en général dans sa dignité de l'homme. Merci infiniment. C'était un jeu plastique, des mouvements, des gestes, des synchronisations entre David et Balaguer sur scène, deux comédiens fantastiques qui sans doute vont faire un spectacle époustouflant. Merci. Mes impressions sont bonnes parce que je suis déjà content du travail que les comédiens ont fait avec les techniciens, que de vous retrouver comme ça. Vous faites une navigation à vue, vous ne savez pas où vous allez, et que vous réussissez quand même à mettre en place quelque chose en si peu de temps, et surtout sur un texte qui n'est pas si facile que ça. Donc voilà, donc pour moi, je suis très content de ce qui s'est fait aujourd'hui. Okay. Bon. Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique retentissait ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par engourdi foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous saurions tous mourir jusqu'au dernier. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Pour le salut de notre empire, nous combattons tous les vautours. La faim, la mort nous font sourire, quand nous luttons pour nos amours. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par engourdi foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous saurions tous mourir jusqu'au dernier. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. De tous les horizons de France, groupés sur le sol africain, nous venons pour la délivrance, qui par nous se fera demain. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie.
nous avons tout quitté par embourbis foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous saurions tous mourir jusqu'au dernier. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Et lorsque finira la guerre, nous reviendrons à nos gourmis, le cœur joyeux et l'âme fière d'avoir libéré le pays, en criant, en chantant, en avant. C'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par embourbis foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous saurions tous mourir jusqu'au dernier. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique retentissait ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie.